Bonjour à tous, donc je vais vous présenter l'exercice 3 fiche 9 concernant la spire chargée. Donc je vais tout d'abord commencer par vous présenter le schéma et faire le schéma de cette spire qui est une spire présentant une charge uniforme, grand Q, donc répartie uniformément sur toute la spire. Cette charge donc est grand Q. Donc on va commencer par reproduire le schéma se trouvant dans le fascicule. On a un axe vertical qui est l'axe OY, un axe horizontal noté OX. On va dessiner donc OX, OY, et on va dessiner la spire chargée, donc qui apparaît comme étant elliptique dans ce cas-là. Et qui va présenter donc qui correspond à une répartition, on va le considérer qu'on a une répartition de charge sur cette spire et que si on prend un petit élément dl, cet élément va porter une charge dq qui va créer en un point M de l'axe, qui va donc créer cette charge dq à une distance donc petit r, ici le rayon de la spire étant grand R, qui va donc créer au point M un champ que l'on pourrait appeler DE et que l'on fera figurer par la suite. Alors, de manière symétrique, on pourrait également considérer la charge symétrique pour un petit élément DL symétrique qui porterait donc une charge D2Q, bien évidemment. On peut faire figurer un vecteur unitaire U de petit r. Et on sait, avant de faire figurer un champ, que la distribution linéique de charge sur cette spire, de manière générale, va s'écrire D de Q que divise dl. Et finalement, ce lambda, cette densité linéique de charge, correspond à la quantité de charge par unité de longueur. Alors, il y a une chose qui est importante ici, c'est que la distribution est uniforme. Et pour une distribution uniforme de charge, on va pouvoir écrire lambda sous la forme suivante. Donc on aura lambda qui sera dans ce cas-là la charge totale portée par la spire divisée par la longueur de la spire. Donc ça, je vous précise que c'est la charge totale. Et le L correspond à la longueur et bien finalement du conducteur que l'on va considérer. Donc si ça n'était pas une spire, mais un morceau de fil chargé, eh bien, si la distribution est uniforme, encore une fois, on va pouvoir écrire lambda sous la forme Q que divise L. Bien évidemment, une spire étant circulaire, on aura que grand L sera égal à 2πr, la circonférence de la spire,
Et donc on aura lambda qui sera grand Q divisé par 2πr. En ce qui concerne les unités, bien évidemment on a grand Q qui est en coulomb, tandis que 2πr sera en mètres, de sorte que lambda aura pour unité des coulombs par mètre moins 1. On peut donc aborder la question 2, dans laquelle on nous demandait quelle était alors la charge d2q portée par le segment de longueur d2l. Alors on sait que dq sera égal à lambda dl, sachant que je viens de calculer lambda, ce sera donc égal à 2πr d2l. La question 3 consistait à calculer quel était le champ créé par un élément dq. Donc on se rappelle ce que l'on avait fait dans le cadre des charges ponctuelles. On peut considérer que dq est une petite charge ponctuelle faisant partie de la spire. Et on va pouvoir donc écrire dE en utilisant la formule des charges ponctuelles et en considérant que la charge considérée est dq. Donc pour l'élément dq, on aura dE qui est 1 sur 4 pi epsilon 0, d2q que divise la distance entre q et m, donc petit r au carré, que multiplie, eh bien, si je considère l'élément qui est vers le bas, U de R, qui est un vecteur unitaire orienté de d de Q vers M. Soit, eh bien, si on remplace dq par lambda d de L, puisqu'on nous demandait dans l'exercice de l'exprimer en fonction de lambda de d de L, de R et de U de R, ben dq c'est lambda d de L sur R au carré, U de R. Donc dans la question 4 que nous allons traiter maintenant, on demandait de tracer les différents champs créés par les deux charges symétriques en A et A' sur la figure que l'on va faire figurer sur le schéma au-dessus. Et on va avoir le premier champ créé par la charge qui se trouve en bas de la spire. Donc je trace le vecteur champ et on aura le champ créé sur la partie haute. Donc évidemment, comme les charges sont les mêmes, les vecteurs champs auront la même longueur et je peux faire figurer sur le schéma d de E et d de E'. Et on peut voir que si l'on fait la somme vectorielle de ces deux champs, eh bien je vais obtenir, donc là, je peux tracer l'équivalent du champ DE en pointillé, ce qui fait que DE' plus DE correspond au vecteur que je vais tracer maintenant, qui est un vecteur qui est sur l'axe OX. Donc le champ créé par deux éléments de charge diamétralement opposés eh bien, permet de créer pour résultante un champ situé sur l'axe OX de la spire. Alors, bien évidemment, les charges étant les mêmes, dQ et dQ', où la charge au point A étant identique à la charge au point A', on peut très facilement répondre à la question 5. Donc là, je réponds à la question précédente, à 4, en signalant que le champ total est sur l'axe OX.
et on pourra répondre très rapidement à la question 5. Alors l'axe avec un E que j'ai oublié. Alors, la question 5, on nous demandait quelle est la relation entre DE et DE'. On a forcément, pour des raisons de symétrie, la charge portée par la partie supérieure étant égale à la charge portée par la partie inférieure de la spire, DE qui sera égal à D2'. Et donc ça en norme, bien sûr. Alors, on rappelle, si on considère la symétrie, que l'axe OX étant un axe de spimétrie de la spire, eh bien ça implique que pour tout point M de l'axe, eh bien on aura EM qui sera sur l'axe. Donc pour des raisons, l'axe OX étant un axe de symétrie, forcément le champ en un point M de cet axe sera collinéaire, sera porté par l'axe OX. Ce qui a été bien évidemment vérifié par construction. Donc EM est sur l'axe OX. Alors maintenant, on va, bien évidemment, le problème est décomposé pour vous aider en plusieurs questions permettant de calculer le champ, la projection de DE sur l'axe X. Et donc c'est l'objet de la question 7. On vous demande quelle va être la composante selon l'axe OX du champ DE. Donc on a forcément, on projette D2X sur l'axe OX, on a l'angle θ existant entre DE et l'axe OX, donc D2X sera égal à DE cosinus θ. Dans la question 8, on veut déterminer petit r et cosinus θ. Donc, je vais rapidement refaire la figure. Donc ça va me prendre quelques minutes pour refaire la figure et qu'on puisse s'y référer dans la suite de l'exercice. Donc la figure est maintenant terminée. On voit que l'on a l'axe, donc petit r, la distance, et que l'on va directement déterminer que x divisé par r, et normalement c'est petit r et pas grand R, égale cosinus θ, et que petit r sera la racine carrée de r carré, grand R carré, plus x carré. Donc attention, cosinus θ, c'est bien x sur petit r. Alors je vous rappelle que pour un cercle, on va avoir, et c'est la définition même des radians, si je prends un petit arc de cercle de longueur grand L, de rayon grand R, arc de cercle faisant un angle alpha, on a la relation
grand L sera égal à R alpha, où alpha est en radians. Donc ça, c'est la définition même des radians. Par suite, si je considère l'élément dl qui porte la charge sur la spire, eh bien dl sera égal à R d alpha, où d alpha sera une variation, une petite variation de l'angle alpha. Donc, dans la suite, je peux faire figurer sur le schéma d alpha, eh bien, montrer le secteur d alpha étant une petite variation d'angle au niveau du cercle constitué par la spire. On va donc pouvoir reprendre maintenant le calcul du champ D de E. Et on sait que D de E, on avait que D de E était 1 sur 4 pi epsilon 0, lambda dl, que divise petit r au carré, que multiplie U de R. Alors je vérifie que c'est bien U de R. Et maintenant, je vais remplacer les différents éléments que l'on a dans cette expression pour tirer D de X, c'est-à-dire la projection de D de E sur l'axe OX. On aura donc 1 sur 4 pi epsilon 0. Le lambda, je le remplace par Q sur 2 pi grand R. Donc ça, c'est le lambda. Je vais remplacer maintenant le dl par R d alpha, que je divise par petit r au carré. Et comme je fais la projection, je vais multiplier le tout par finalement cosinus θ, dont on vient de calculer l'expression. Et ce cosinus θ sera égal à petit x sur petit r. Donc j'avais commis une erreur en mettant un grand R, je le corrige immédiatement. Petit x sur petit r, et je vais le corriger. Donc bien sûr, on a x sur petit r, donc ça c'est cosinus θ. Et je m'aperçois de mon erreur, eh bien je le corrigerai un peu plus tard. On a donc d de x qui sera 1 sur 4 pi, les petits r, les grands R se simplifient. Et là, attention, on vérifie l'expression et on note que le cosinus θ, c'est bien x sur petit r. Et donc là, j'aurai bien x sur petit r. Donc d de x sera bien égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Q sur 2 pi d alpha sur r au carré, et on sait que petit r, eh bien c'est la racine de r2 plus x2, donc si je le mets au carré, j'ai bien r2 plus x2, et x divisé par petit r, donc x divisé par la racine carrée de r2 plus x2. Je réécris à nouveau mon expression, et j'ai bien 1 sur 4 pi epsilon 0, Q que divise 2 pi, alors je peux faire même Qx que divise 2 pi que multiplie R2 plus X2, et je vois que comme je multiplie par la racine, ben ça me fait une puissance 3 demi,
le tout multiplié par D2 alpha. Bon, maintenant, on sait que si on prend deux charges symétriques de part et d'autre de la spire et que l'on fait le D2E plus D2E', eh bien ça doit être égal à 2 fois D2X. C'est en effet ce qu'on avait vu précédemment et je vais le tracer sur la figure. Je vais donc retracer D2E, D2E' et faire la somme vectorielle des deux. Voilà, je trace l'axe entre la charge dQ supérieure et le point M. Je vais prolonger les deux droites pour faire apparaître les vecteurs D2E et D2E'. Je trace donc mon premier vecteur, mon deuxième vecteur. J'ai D2' en bas et D2 en haut. Je vais faire ensuite ma somme vectorielle. Alors je fais apparaître D2X. Et puis, si je fais la somme vectorielle, on peut voir que je vais avoir D2X à nouveau. Voilà, je fais ma somme vectorielle. Donc ça correspondrait à D2E. Et si je fais D2' plus D2E, eh bien j'obtiens bien 2 fois D2X. Je fais apparaître D2X à nouveau ici. Plus ça va être égal à la somme des 2 fois la somme des 2x que je viens de noter. Qui veut dire que le champ qui va être créé par deux charges symétriques et sur l'axe OX et que le champ total D2T créé par ces deux charges symétriques eh bien, peut être noté DET sera égal à 2D2X. Donc le champ créé par deux charges symétriques est sur l'axe X. Et on a D2T égale 2D2X. Sachant que je viens de calculer juste au-dessus D2X, je vais en déduire D2T en multipliant l'expression précédente par 2. Et on a donc 2 fois 1 sur 4 pi epsilon 0, Qx sur 2 pi, R2 plus X2 à la puissance 3 demi, d alpha. Donc évidemment les deux ici vont pouvoir se simplifier. Et ce que je vais faire en pointillé, en les barrant en pointillé. Et donc là, j'ai le champ créé par deux charges symétriques. D2Q, donc diamétralement opposés. Donc si on veut avoir le champ total, ET, ben on doit faire la somme de tous les DET. Et comme on prend des charges opposées, il faudra faire la somme sur simplement le demi-cercle, puisque quand on fera tourner de 0 pi
la charge dQ qui se trouve vers le haut, et bien la charge vers le bas tourne aussi de 2π. Donc on a simplement à sommer les DE et T, donc en faisant varier alpha entre 0 et π. Je réécris donc l'expression de ET, je vais bientôt monter ma feuille, qui sera 1 sur 4π epsilon 0, Qx sur pi R2 plus x2 à la puissance 3 demi, somme de 0 à pi, des d de alpha. Bien évidemment, la somme des d alpha de 0 à pi est égale à pi, ce qui veut dire que les pi vont se simplifier et que l'on obtiendra donc le champ E de x, le champ total, donc le vecteur champ E de x, qui sera égal à 1 sur 4π epsilon 0, Qx sur x2 plus R2 à la puissance 3 demi, multiplié par i, puisque le champ est porté par l'axe OX. Il me reste la dernière question, où on devait calculer, en déduire le potentiel de la charge en M, créée par la spire en M. Alors, bien évidemment, quand on nous dit en déduire, on va utiliser la relation vectorielle entre le champ et le potentiel, à savoir que E sera égal à moins gradient de V. Donc je reprends la question 10, donc E est égal à moins gradient de V. Et ici on peut voir que E dépend de x, ce qui veut dire que le champ va dépendre de la variation du potentiel selon la direction OX. Et on pourra écrire que E est égal à moins dV sur dxi. Alors j'ai mis une dérivée partielle ici, on voit bien évidemment qu'on aurait pu l'écrire avec un d droit pour dire que l'on n'avait qu'une seule variable dans notre fonction et qu'il s'agissait de dv sur dx, la dérivée du champ par rapport à x. Je vais donc écrire dv sur dx en reprenant l'expression du champ, et on voit que dv sur dx sera égal à moins e, donc est égal à moins 1 sur 4π epsilon 0 q0 sur x carré plus r carré à la puissance 3 demi. Je vais passer ensuite le dx de l'autre côté. Donc dv sera égal à moins q sur 4π epsilon 0 x sur x carré plus r carré à la puissance 3 demi, et j'ai passé le dx, donc multiplié par dx. Et je fais la primitive à droite et à gauche. Donc la primitive de dv me donnera v, de x bien sûr, puisque le potentiel dépend de x, qui sera égal à moins q sur 4π epsilon 0, primitive de x divisé par x carré plus r carré à la puissance 3 demi, dx, plus une constante, puisque la primitive est définie à une constante près. Allez, cette constante, je l'appelle V0. Donc on remarque, et on va pouvoir remarquer, ça va nous aider un petit peu, que si l'on fait la dérivée par rapport à x de x carré plus r carré à la puissance moins 1 demi. Eh bien, la puissance moins 1 demi, on commence à dériver x carré qui nous donnera 2x, facteur de 1 demi de x carré plus r carré. Alors j'ai oublié le moins, donc j'ai un moins qui vient devant.
exposant moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 3 demi. Ça, finalement, c'est moins x sur radical de x carré plus r carré à la puissance 3 demi. Et c'est finalement l'expression que l'on retrouve juste dans la ligne au-dessus, puisqu'on avait du moins x sur x carré plus r carré à la puissance 3 demi. Et donc on voit immédiatement que la primitive de moins x sur x carré plus r carré à la puissance 3 demi sera égale à 1 sur la racine carrée de x carré plus r carré. Donc je vais pousser ma feuille, et donc en utilisant l'expression ci-dessus, on en déduit que le potentiel V de x sera égal à Q, il n'y a pas de x, je vais le barrer, sur 4pi epsilon 0 x carré plus r carré à la puissance 1 demi plus V0. De plus, si on s'éloigne à l'infini et que l'on va extrêmement loin de la spire, on peut considérer que le potentiel créé vers la spire tendra vers 0 et à un moment, il sera, si je me mets à l'infini, il sera nul. De sorte que on en déduit que V0 sera égal à 0, puisque Q sur 4pi epsilon 0 x carré plus r carré à la puissance 1 demi tend vers 0 à l'infini, et donc V0 sera nul, ce qui me permet d'obtenir l'expression du potentiel. Merci et à très bientôt.